Access, entreprise du numérique, vous propose une offre digitale globale assurant un système d'information performant et sécurisé. Le groupe se divise en 3 pôles d'expertise. Le pôle Cloud Computing, une équipe dédiée pour vos projets d'hébergement, cybersécurité, infogérance et intégration de solutions open source. Le pôle Software, qui assure le développement de logiciels métiers, notamment pour les secteurs de la santé, de l'éducation et de la formation. Enfin, le pôle Digital Service, une agence de marketing digital pour vous guider dans la réussite de vos projets de communication web, data et plurimédia. Access C, plus de 20 ans d'expérience, avec 300 collaborateurs passionnés, assurant la mise en œuvre et le suivi de plus de 4000 projets clients sur l'année. Parce que demain est important, Access agit aujourd'hui. Via notre démarche RSE, nous plaçons l'humain au cœur de nos actions. Partenaire de confiance, acteur engagé contre le changement climatique et soutien actif à l'entrepreneuriat, l'éducation et la formation, Access se positionne aux côtés de ses clients pour un avenir durable. Le pôle Cloud Computing d'Access est certifié ISO 27001-2017, HDS et labellisé Expert Cyber. Des équipes de passionnés, une relation de confiance pour des projets numériques menés avec vous. Bonjour. Bonjour à tous. Hop, je vais reconnecter. Bonjour et bienvenue à notre marathon cybersécurité. Cette semaine dédiée à la cybersécurité au sein d'Access. Nous allons aborder sur cette semaine une dizaine en fait de webinaires sur différents pans de la cybersécurité, que ce soit les bonnes pratiques en termes de cybersécurité et d'hygiène informatique, de la détection des incidents, les nouvelles architectures SASI, l'intelligence artificielle pour la sensibilisation des collaborateurs et bien sûr des notions de gouvernance. Et notamment cet après-midi, sur le moment que nous allons passer ensemble, nous allons aborder la nouvelle directive NIS 2 avec Maude. Bonjour à tous, donc je suis Maude Dupérier, je vais me présenter rapidement et en effet soutenir Jacques pour cette petite présentation et ce webinaire. Donc moi je travaille pour Chris Réseau. Chris Réseau est un distributeur spécialisé en solutions de cybersécurité. On est distributeur au niveau national et moi donc je fais partie de l'agence de Lyon, plus précisément à Brignais. Donc j'ose espérer que ce webinaire pourra vous éclairer un peu sur cette directive qui arrive. Super. Donc Maude va mettre en lumière les origines de cette directive, qui n'est pas toute nouvelle. Le 2 veut bien dire aussi la V2. On va balayer sur le temps ensemble selon 3 axes, plus un question-réponse classique derrière. Sur un deuxième pan, et à l'instar de la réglementation de la RGPD qui a très bien fonctionné à sa mise en place, la RGPD a aussi contraint les entreprises et les collectivités et aussi sanctionné avec des obligations aussi sur chacun en fait des pans. Donc on va très clairement les énumérer. Et notamment, Maude fera un focus sur toute la chaîne et sur la chaîne en fait d'approvisionnement. Et donc, nous vous encourageons à aller dans le chat pour pouvoir nous poser en fait les questions et que nous pourrons répondre selon le temps imparti de ce webinaire, où nous reviendrons aussi sur des questions en fait spécifiques auprès en fait de vous via nos équipes en fait de consulting cybersécurité. Maude, je te rends le micro.
Merci. Donc, on va commencer, si possible, par le début, c'est-à-dire les origines de cette directive, les objectifs et les échéances, en effet, comme vous le voyez sur cette slide. Nice 2 veut bien dire que donc il y a eu Nice au départ. Cette première directive datait de 2016, c'est donc pas tout nouveau, mais en effet, nous, à ce jour, cette nouvelle directive Nice 2, l'objectif principal, c'est de pouvoir harmoniser la cyber au niveau européen et que tout le monde ait un niveau plus ou moins équivalent. Pourquoi Nice 2 par rapport à Nice? Le changement, les deux principaux changements, en tout cas, quand on écrit que c'est sans précédent en matière de réglementation, en effet, les deux principaux changements, c'est qu'il y a énormément de domaines supplémentaires qui sont concernés par cette directive, de domaines d'activité. On le verra en détail sur les slides d'après. Et d'autre part, la deuxième chose et la deuxième grosse modif, on va dire, c'est le fait que toute la chaîne d'approvisionnement est touchée également, et pas seulement les entreprises. Là où on avait environ 300 entreprises, 300 je crois, touchées sur Nice. Sur Nice 2, on sait qu'on a plus de 20 000 entreprises qui seront concernées directement, au-delà de la chaîne d'approvisionnement. Une petite parenthèse importante quand même, le 17 octobre, c'est la date de la transposition de cette directive, puisque donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est une directive européenne, mais après ça, chaque pays de l'Union européenne se doit de transposer dans sa propre législation, puisqu'on n'a pas forcément tous les mêmes lois en vigueur. Donc, on sait déjà que chez nous, en France, elle sera transposée au 17 octobre dans la législation française. Ensuite, viendront les délais d'application, puisqu'on ne vous demandera pas de vous mettre en conformité du jour au lendemain. Pas d'inquiétude. Les origines, quand on parlait des origines de Nice 2, pourquoi tout ça est mis en place et pourquoi on cherche à harmoniser la cyber au niveau européen? Je pense que vous le savez tous, mais l'objectif et le pourquoi, c'est parce que les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus variées, de plus en plus difficile pour se relever ensuite. Donc, plus personne n'est à l'abri. Aujourd'hui, l'ANSSI, qui est donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, en moyenne traite 10 attaques par mois. Et là, on parle uniquement dans cette slide des collectivités territoriales et donc du public. C'est ce dont on entend le plus parler, c'est vrai aussi par les médias. Les hôpitaux, les écoles, c'est ça qui ressort en général dans les médias, mais le public n'est effectivement pas les seuls touchés. Les collectivités territoriales ne sont pas les seuls touchés. On a mis quelques petits exemples, mais je pense que vous en avez suffisamment dans les médias aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que les 2/3 en gros des incidents sont souvent touchés, enfin c'est souvent des collectivités territoriales, mais sinon les entreprises sont bien évidemment, que ce soit petites ou grandes entreprises, touchées également, et il faut essayer au maximum de se sécuriser pour éviter de ne pas pouvoir se relever tout simplement. Quand on parle d'entreprise, j'entends encore moi beaucoup dans mon travail tous les jours des partenaires qui sont comme le sont Access aujourd'hui pour nous, Chris Réseau. J'ai beaucoup de petites entreprises et de petits partenaires qui vont me dire que leurs clients ont ce discours qui dit: «Moi, je n'intéresse personne, les cyberattaques, je fais pas assez de chiffres, mon domaine n'est pas intéressant, j'intéresse personne». C'est faux. Il faut vraiment se dire que ce soit des petites entreprises, des grandes entreprises, du public, du privé, tout le monde peut être touché. La plupart des attaques aujourd'hui sont en masse et pas ciblées. On ne se dit pas: «Ah tiens, je vais attaquer monsieur Jacques Verdier précisément». Non, on se dit: «Je vais essayer de taper au maximum». Non, merci. Non. Moi, je vais taper au plus large, et là où ça répond, tant mieux pour moi. C'est pas, voilà, il ne faut pas se dire qu'on est à l'abri en tout cas. Et donc notamment ce chiffre qui est assez important, je trouve, 330 000 fois, c'est 330 000 attaques de PME qui ont subi une attaque en tout cas. Et en tout cas, les attaques qui ont réussi, au-delà sur la gauche de la slide, les attaques qui ont réussi, il y a aussi beaucoup d'attaques qui évidemment ne réussissent pas, et beaucoup de personnes qui ne publient pas ou n'informent pas qu'elles ont été touchées également. Donc ça, c'est évidemment des stats qu'on a quand les entreprises ont signalé.
En gros, une entreprise sur deux. Vous avez aussi un petit lien dans le chat ou dans le sondage pour pouvoir savoir si vous avez été victime d'un incident de sécurité, même mineur. Ce chiffre, on vous le fera parvenir, c'est sympa, quoi. N'hésitez pas. En effet, n'hésitez pas à répondre au sondage. Et on sait aussi que les attaques, la plupart du temps, arrivent par le biais du mail, pour information, à plus de 90%. Par cette petite phrase, vous devez comprendre qu'il faut protéger votre boîte mail. Le périmètre, on en vient à ce qui vous intéresse le plus, je pense. Cette directive NIS 2, tout à l'heure, je vous disais, par rapport à Nice, il y a de nombreux domaines et de nombreux secteurs d'activité qui se sont ajoutés. Ils sont là, sur la gauche de la slide. Tous les petits points rouges et les petits plus rouges sont donc des secteurs d'activité qui se sont ajoutés à la première version. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Auparavant, Nice touchait plutôt des entreprises et des gros OIV, des organismes d'importance vitaux majoritairement. C'est pour ça qu'on en entendait peu parler. Aujourd'hui, on classifie en entités essentielles ou en entités importantes. Avec tous ces domaines que vous voyez là, on se rend bien compte que oui, en effet, de nombreux domaines ont été ajoutés. Vous pouvez vous-même vous rendre sur le petit lien que j'ai mis en bas à droite de cette slide. Suis-je concerné? Je pense que c'est ce qui va vous intéresser le plus. Vous avez, à la suite de ce lien, quelques petites questions qui vont vous permettre très rapidement de savoir si oui ou non vous êtes touché par cette directive. De la même manière, en haut, quand vous voyez le petit tableau synoptique sur les règles de base, on se rend compte qu'en fait, donc c'est pas si je suis une toute petite entreprise, par exemple, de moins de 50 salariés, OK, donc potentiellement, je ne suis pas impactée par NIS 2, sauf si mon chiffre d'affaires, par exemple, est supérieur à 50 millions. Donc, par là, vous devez comprendre que c'est pas ou, c'est pas et en tout cas, pardon, c'est plutôt ou. C'est soit si je suis une petite entreprise, OK, mais que je fais plus de 50 millions, là, oui, je suis quand même concernée. Donc, tout ça pour vous expliquer que oui, ça a une ampleur assez importante, d'autant plus avec la chaîne d'approvisionnement qu'on va détailler un petit peu tout à l'heure. Les sanctions, alors ça, c'est la partie la moins drôle. On parlait tout à l'heure de RGPD, de la réglementation RGPD. Il existait déjà des sanctions pour les dirigeants d'entreprises qui ne respecteraient pas cette législation. C'est toujours le cas. Pour NIS 2, il y aura des sanctions sur le top management, des sanctions qui potentiellement pourront interdire les dirigeants d'exercer leurs fonctions, des certifications qui pourraient disparaître et être suspendues en fait, qui donc également empêcheraient les dirigeants d'exercer. Et puis une déclaration publique, alors ça, la déclaration d'attaque, elle sera obligatoire à travers toujours ce même espace NIS 2 qu'on a vu tout à l'heure, le lien, qui vous permettra de savoir si vous êtes touché ou non. Ce même site internet va perdurer dans le temps et va également vous permettre de faire vos déclarations d'incidents. Si les incidents ne sont pas déclarés, il y aura potentiellement pas beaucoup d'aide pour se relever. La deuxième sanction, au-delà de la sanction administrative et qui est déjà assez lourde pour le top management, c'est des sanctions financières, évidemment, et des amendes qui seront jugées en fonction de l'entité dont vous faites partie, soit un pourcentage du chiffre, soit un montant, sachant qu'évidemment, le plus élevé sera retenu. Sinon, c'est pas drôle. Je vais laisser Jacques continuer sur les obligations. Ouais, quelles sont les obligations et les mesures de sécurité prévues par la directive? Il y en a une dizaine, très clairement. Elles sont mises en relief dans la présentation. Je souhaitais faire un focus sur trois qui nous paraissent être aussi essentiels. Au-delà, bien sûr, d'établir une matrice de l'analyse des risques et de la sécurité du SI, qui est aussi un préambule pour aller aborder le sujet, et qui est aussi sa feuille de route cyber en fait dans le temps. Il y a toute la notion qui est plus ou moins en fait travaillée au sein des clients et que nous voyons et des prospects sur le terrain, aussi bien en fait privé et public. C'est la gestion de la continuité de ces activités.
Quand on parle en fait de ce sujet, sauvegarde, comment sont-elles mises en place, où sont-elles mises en place, comment avez-vous mis en place un PRA, PCA aussi, comment avez-vous mis le curseur de reprise de la continuité des activités. Au-delà même de Nice 2, qui est notre sujet en fait aujourd'hui, si vous voulez aller plus loin et pouvoir prétendre à une assurance cyber, très clairement, c'est un petit peu comme les sapeurs-pompiers, faut pouvoir aller éteindre le feu, faut aller en fait s'entraîner, et c'est-à-dire qu'aller jouer en fait, faire un test, des tests partiels aussi dans l'année. Donc ça, c'est des choses qui sont demandées par exemple pour un cyber en fait assureur. Il y a toute la partie process sur ce pan cyber, c'est le process de la gestion de crise. Comment est-il en fait écrit, comment est-il joué, quels sont les racis des acteurs de chacun. Voilà. Sur la partie continuité des activités. Deuxième pan, tu l'as dit très clairement, Maud, sur les virus ou la possibilité en fait de rentrer par le SI, c'est la messagerie qui est un axe en fait, un axe de travail des personnes en fait malveillantes. Donc il faut aller mettre des barrières. L'une des barrières à monter, qui est aussi de base au sein de certains de vos logiciels, de vos équipements en termes informatiques, c'est la double authentification. Aujourd'hui, elle est de base, bien sûr, de base dans Office 365. Est-elle implémentée chez vous? Est-elle bien implémentée? Est-elle bien utilisée par l'intégralité des collaborateurs? Avez-vous une gradualisation en fait du process? Donc ça, il y a des nécessités en fait de conseils sur la cartographie en fait applicative, et nous savons vous conseiller via notre BU cybersécurité et nos consultants. Il y a un troisième aussi aspect que je souhaite mettre en relief, et notamment Access est au cœur du sujet, c'est toute la gestion de la garantie de la traçabilité des incidents. Nous sommes intégrateurs d'ITSM, donc d'outils en fait de ticketing par le biais d'un logiciel open source GLPI que je pense un grand nombre connaît, parce qu'il a un franc en fait succès et une réponse par rapport à une entente en fait du marché. Donc la gestion et la traçabilité doivent être mises en place afin d'être compliantes sur la démarche NIS 2. Donc, étant l'un des leaders dans le monde de l'intégration ITSM, on a tout le feedback, que ce soit fonctionnel et rétex client, pour implémenter de la meilleure en fait façon un outil de ticketing et de gestion aussi en fait des incidents. Voilà sur un des focus sur ces mesures en fait de cybersécurité. Je vais reprendre du coup le chemin de Nice 2 et continuer particulièrement en faisant un petit focus sur le cas de la chaîne d'approvisionnement. Je vous le disais tout à l'heure, c'est une des différences principales et de l'évolution entre Nice et Nice 2. Certes, on a le nombre de domaines qui évolue, mais également le fait que la chaîne d'approvisionnement est concernée. Qu'est-ce que ça veut dire? La chaîne d'approvisionnement est concernée. Ça veut dire que si vous êtes fournisseur, si vous avez un fournisseur ou un prestataire de service, pour une entité qui, elle, serait concernée par NIS 2, alors vous l'êtes aussi. Donc ça change beaucoup de choses et ça va obliger énormément d'entreprises qui ne seraient pas directement touchées à se mettre également en conformité avec cette nouvelle directive.
Donc c'est le préambule particulièrement 85 de NIS 2 si vous avez besoin d'un petit support pour vous endormir le soir et que vous voulez lire NIS 2, la directive. Vous verrez que c'est ce fameux préambule 85 dont on parle et que c'est ce fameux préambule qui est un effet ricochet et qui indique que les entreprises seront amenées à renforcer leur sécurité numérique, quand bien même elles ne seraient pas explicitement incluses dans ce champ d'application. Et c'est là que ça nous intéresse, sont ciblés les services de stockage et de traitement des données, les éditeurs de logiciels et les fournisseurs de services et de sécurité gérés. Ce qui, quand même, dans le domaine dans lequel on travaille tous, de la cyber, nous touche particulièrement. Ça, c'est simplement un petit détail, mais je pense que vous en avez quand même conscience. Je vous expliquais tout à l'heure que ce qui était important, en tout cas, et les attaques en majorité venaient du mail. Certes, c'est le cas, à plus de 90%, mais donc les risques, d'où ils viennent, OK, on l'a compris, de la boîte mail, Maud, merci, mais surtout de la personne qui fait l'erreur. Donc les employés ou peu importe, en tout cas, c'est forcément un être humain qui, au début, a fait l'erreur, d'où l'importance, dans les 10 obligations que vous avez vues tout à l'heure, de la sensibilisation. Peut-être vous n'avez pas eu le temps de tout noter, mais vous aurez la présentation de toute manière. Il y a aussi l'obligation de se former aux bonnes pratiques et de dispenser des formations de bonnes pratiques, de cyber, à travers notamment du phishing, mais à travers des campagnes aussi. Puisqu'on se rend compte que, oui, près d'un utilisateur sur 2 ouvre les mails de phishing. On se rend compte qu'il y a beaucoup de mélange d'utilisation, que peu d'entreprises séparent les usages pro et perso. On en vient à arriver au travail avec notre ordinateur perso ou à l'inverse, emmener l'ordinateur pro à la maison et au final, toutes les utilisations sont mélangées. C'est jamais bien, bon, en tout cas en termes de sécurité informatique. Donc vous l'avez compris, le petit message, c'est il faut essayer de sensibiliser au maximum les équipes, vos clients, et c'est une solution qui se revendent. La responsabilité, donc on parlait tout à l'heure de la chaîne d'approvisionnement et donc en découle forcément la responsabilité. Certes, on a vu que les dirigeants des entreprises concernées par NIS 2 seraient directement impactés. La chaîne d'approvisionnement également, mais ce fameux préambule et cet effet ricochet de la directive vont forcément pousser et obliger ces entités essentielles et importantes à processer et à créer des accords et des contrats qui n'existeraient pas à ce jour entre les fournisseurs et les prestataires, les entreprises qui sous-traitent, à qui, pourquoi, et à vraiment clarifier ces situations-là qui souvent sont un peu floues parce qu'on est débordé par l'activité ou que sais-je. En tout cas, ce fameux préambule dans lequel on dit la chaîne d'appro est aussi concernée obligera forcément les responsables à clarifier ces situations et à mettre ça sous forme de contrat, d'accord contractuel en tout cas. Pour que ce soit un petit peu plus clair pour tous, parce que parfois la chaîne d'approvisionnement, c'est vague, c'est un bien grand mot, mais ça peut être vague. On vous a mis quelques petits exemples d'attaques qui sont arrivées à travers les chaînes d'approvisionnement, simplement pour justifier et expliquer le fait que ce n'est pas forcément toujours l'entreprise elle-même qui a fait l'erreur ou qui a eu un virus ou qui a eu un souci ou un comportement qui aurait laissé rentrer les attaquants. Parfois, ce n'est pas l'entreprise, mais la chaîne d'approvisionnement. En l'occurrence, on a un exemple de 2022 sur Toyota où ils ont dû au final arrêter les lignes de production. C'est ce qui se passe, c'est ce qui est le plus dommageable en cas de cyberattaque. Quand les services s'arrêtent, c'est là que c'est d'une part que ça coûte de l'argent et d'autre part où c'est hyper dommageable, notamment pour une ligne de production de véhicules, on imagine bien. Et ce n'était pas du tout Toyota qui était forcément en cause, mais plutôt un de leurs fournisseurs qui a généré une défaillance du SI. Et puis la petite dernière qu'on connaît bien de cet été, là où tous les ordinateurs et tous les Windows se sont allumés avec des écrans bleus et des Windows paralysés pendant pas mal de temps. Windows n'était pas en cause, mais c'était bien CrowdStrike qui était derrière tout ça. Et pour le coup, cette situation-là a vraiment paralysé aussi bien des particuliers, des entreprises, les ouvriers, les
ordi des salariés de Just ne s'ouvraient plus, mais beaucoup de compagnies aériennes, de banques, les avions ne décollaient plus. Enfin, vous en avez certainement entendu parler. C'était pour illustrer cet exemple. Pour conclure, je trouve que ce parallèle est assez parlant. On dit aujourd'hui, on a pour habitude de dire, nous, à nos clients aussi, que la sécurité aujourd'hui n'est pas une option. Il faut vraiment prendre en compte que, certes, c'est rajouter des couches et des couches souvent, mais c'est se protéger au maximum pour éviter d'avoir un système d'information qui devient complètement inopérable et puis avoir un arrêt de production. J'ai fait un petit parallèle là entre la sécurité routière et la sécurité et la cyber en tout cas. Le petit graphique sur la droite n'est pas forcément très clair, mais en gros, c'était pour vous expliquer qu'il y a eu une époque avant ceinture de sécurité, une époque après. Pour les plus expérimentés d'entre vous sur le webinaire, on a pu connaître des époques où les véhicules n'avaient juste pas de ceinture de sécurité et où on voyageait à l'arrière des véhicules comme ça, sur les plages arrière, on dormait pendant les trajets quand on allait en vacances, etc. À l'époque, il y avait beaucoup moins de voitures sur la route et beaucoup plus d'accidents de la route parce que pas de sécurité. Arrivé, comme l'explique le graphique là, M72, la ceinture de sécurité, d'année en année, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup plus de trafic sur la route, beaucoup plus de véhicules, certes, mais beaucoup plus de sécurité dans les véhicules. Non seulement il y a eu des ceintures, certes, mais maintenant on a tout ce qu'on veut au niveau détection des piétons, le freinage automatique, etc., les radars et tout ça. Donc oui, il y a beaucoup plus de monde sur la route, mais beaucoup moins d'accidents, tout du moins beaucoup moins de tués sur la route. Le parallèle à cyber, c'est exactement pareil. En tout cas, plus on se protège et moins on évite de la catastrophe au sein même de l'entreprise. Donc NIS 2, tout ça pour dire que c'est contraignant. On entend bien que pour beaucoup d'entreprises, ce sera contraignant. Pas de panique, il y a des délais d'application énormes. Sur NIS, il y a eu jusqu'à 2 ans pour certains items. Parfois, on va vous demander de se mettre en conformité en 2 mois sur certains items, mais sur d'autres, peut-être en 1 an, peut-être en 2 ans. Donc, c'est pas quelque chose qui va tomber sur le bout du nez comme ça et devoir du jour au lendemain être mis en application. Mais en tout cas, il faut essayer de ne pas le prendre comme trop une contrainte, mais plutôt comme une protection en plus pour que tous, au niveau européen, on soit mieux protégés et qu'on évite le pire. Est-ce que vous avez des questions particulières? Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Je sais qu'il y a des on va aller voir. Ça a bougé, mais comme on n'a pas le même chat. Il y a des petits sondages. N'hésitez pas à y répondre, un deuxième notamment. Enfin, je recommunique aussi sur mon espace en fait NIS 2 cyber.gouv.fr pour voir si vous êtes très clairement dans les 20 000 entreprises ou collectivités. Ça permet de savoir et de faire remonter ça aussi à votre direction générale. Très clairement, c'est eux qui sont responsables aussi derrière de l'application, de la non-application aussi. Ça peut, mais bon, il faut savoir comment le traiter aussi derrière. Donc, en termes de questions, je ne peux pas trop de, un petit peu moins bouger. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Je vois aussi le créneau, on tenait parfait, Maud, par rapport en termes de timing. Je fais le pan par rapport aussi à mon introduction. On est sur une semaine cyber. Il reste encore des webinaires que nous balayons demain. Vous avez la possibilité en fait de vous inscrire dans le programme complet qui se trouve en fait dans le chat. N'hésitez pas, on sera ravis en fait de vous accueillir. Je vois que le programme aussi vient d'apparaître en pop-up. C'est un éclairage. Merci Isabelle de le faire remonter dans le chat, c'est très gentil. C'est on va dire une démystification sur le temps qui nous a été imparti. La next step, c'est de pouvoir échanger avec les équipes Chris Réseau, échanger avec les équipes en fait Access pour vous proposer pré-audit, audit, et puis plan d'action est mis en place, préconisation. Nous sommes et nos équipes sont prêts à vous conseiller à repasser un temps
avec vous, avec vos équipes, pour savoir comment aborder en fait le sujet et vous faire des préconisations derrière. Mais écoutez, nous sommes ravis, moi-même et Maud, d'avoir passé ce temps ensemble et à très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.